Il y a encore quelques jours, sur ces routes de la campagne lilloise, Alexia s'entraînait à la course à pied avec sa meilleure amie, Natacha. On avait commencé il y a 6 ans, 7 ans. On commençait par un petit parcours, puis après les boucles se sont élargies, puis là on avait trouvé notre parcours commun d'1 heure. Mais dimanche dernier, Natacha décide d'aller courir seule. Elle veut être en forme pour le semi-marathon organisé dans 2 semaines dans sa ville, Marcq-en-Barreuil. Ce jour-là, Natacha va disparaître. C'est tellement ignoble qu'on n'arrive pas à réaliser que ça s'est vraiment passé. Moi j'ai l'impression que je vais la revoir, qu'elle va revenir. Natacha court sur des petits chemins et des routes peu empruntées par les voitures, mais très fréquentées par les joggeurs. Ils sont près de 500 à courir ici chaque dimanche. Natacha est en confiance, loin de se douter qu'elle va croiser la route d'un prédateur. Donc en fait, il attendait ici. C'est-à-dire que c'est ici qu'il... Il se postait là et apparemment ça faisait des jours et des jours qu'il était là tous les soirs et qu'il attendait et il regardait les joggeuses passer. Donc les joggeuses passent ici sur cette route. Personne ne reverra Natacha vivante. Et c'est grâce à un incroyable concours de circonstances que son agresseur présumé va être arrêté. Le lendemain de la disparition de la jeune femme, un policier qui n'est pas en service vient rendre visite à des amis qui habitent cette ferme située sur le parcours de la joggeuse. Il est venu chercher des marchandises ici au matin et il me dit « Tu sais ce qui s'est passé ?» Bon, c'est tout. C'est un coup de chance, quoi. Tout en discutant de l'affaire, l'agriculteur et sa femme lui donnent le numéro de la plaque d'immatriculation d'une voiture qui les agace. Depuis plusieurs semaines, elle roule trop vite devant chez eux. Comme il a été trop vite pour mes petits-enfants, j'ai eu peur. J'ai pris son numéro et je l'ai donné au policier quand il m'a raconté l'histoire. Mais loin d'imaginer, monsieur, que c'était un truc comme ça. Et en interrogeant leur fichier, les policiers ne vont pas en revenir. Le propriétaire de la voiture s'appelle Alain Pénin. Il a déjà été condamné à 10 ans de détention pour viol sous la menace d'une arme. Il n'est resté que 5 ans en prison. Grâce au jeu des remises de peine, il est en liberté conditionnelle depuis 1 an. Quand les enquêteurs l'interrogent, il avoue immédiatement le meurtre de Natacha. Il conduit même les policiers jusqu'au corps de la jeune femme. Il se trouve à 20 km du lieu de son enlèvement, caché dans ce champ de maïs. Natacha a été frappée à plusieurs reprises à coups de tournevis. Tu vas mourir, enfoiré, va! On va te tuer! Quand il ressort du palais de justice, la famille lui crie sa haine. T'as toujours du monde derrière toi! Et une fois de plus, c'est la polémique sur le suivi des délinquants sexuels qui est relancée. Dans quelles conditions a-t-il été libéré? Sa récidive présumée aurait-elle pu être évitée? À 39 ans, Alain Pénin a toujours été chauffeur-livreur. Pour obtenir sa libération conditionnelle il y a 1 an, il a bénéficié d'un contrat de réinsertion au Resto du Cœur. C'est un employé modèle, apprécié par ses collègues et par son patron, Jean-Yves Vasseur. Donc là, vous voyez, c'est nos entrepôts. C'est un des lieux où Alain a travaillé. Moi, je dis toujours Alain parce qu'on a du mal à... Alain, c'était plus le style gros nounours. Hein, donc... À part son patron, personne ne connaissait son passé judiciaire. Les femmes avec lesquelles il travaillait n'avaient rien remarqué d'anormal dans son comportement. Certaines sont bouleversées d'avoir côtoyé le tueur présumé. Ça a marqué tout le monde, quoi. Vendredi à midi, j'étais seul avec lui là-bas. Sophie qui me dit j'ai pas envie de travailler, j'ai envie de parler. Je vais la voir et je vais lui dire qu'elle vient dans mon bureau. Ouais, parce qu'elle dit j'ai envie de parler. Elle dit, ah bah ouais. Elle dit regarde, elle dit je suis comme ça. C'est ce que je dis. Il l'a raccompagné en voiture quand même une fois. Oui, c'est pour ça en plus, ouais. Ah, ça, il l'a raccompagné. C'est pour ça qu'elle elle se dit merde, j'aurais pu... Non mais c'est ce que je dis. Ici au niveau des femmes, il n'y a jamais eu de problème. Elles en tremblent encore. Car le lendemain du meurtre de Natacha, Alain Pénin a repris son travail comme si de rien n'était. Son patron avait même une bonne nouvelle pour lui. Il lui avait trouvé un emploi fixe. Quand il est venu lundi, il y a une société de transport qui cherchait des chauffeurs poids lourds. Là, c'était pour un boulot définitif. Et donc, nous, on estime qu'au niveau insertion, on a fait tout ce qu'il fallait pour l'aider. Je serais même tenté de dire qu'on a peut-être fait plus pour lui que pour certains.
Apprécié par ses collègues et rigoureux dans son travail, sa réinsertion est en apparence une réussite. Sa meilleure amie, elle aussi, était persuadée qu'il était sur la bonne voie. Cette Lilloise de 24 ans a rencontré Alain Pénin par hasard, pendant sa première permission, alors qu'il était encore détenu. J'étais dans le bus, j'avais fait tomber mon ticket de métro et il m'a interpellée en me disant « Mademoiselle, vous avez fait tomber votre ticket et je l'ai récupéré, je fais merci, c'est gentil. Et ouais, il avait l'air vraiment très gentil, agréable, courtois en plus, donc moi vraiment il m'inspirait vraiment confiance. Alain Pénin demande à Isabelle de l'accompagner jusqu'à son foyer. Pour la remercier, il lui propose de lui offrir un café. Donc en fait c'est ici où j'ai été boire un verre avec Alain et on a pu discuter. Et puis c'est là qu'il m'a dit en fait qu'il était détenu. Malgré cet aveu, la jeune femme sympathise avec Alain Pénin. Elle accepte même de correspondre avec lui. Une semaine plus tard, elle reçoit une première lettre. Donc comme convenu, je t'écris le premier, te raconter comment s'est déroulée ma permission. Pour moi, en tout cas, ça a été un plaisir de faire ta connaissance. Isabelle lui répond aussitôt. Leur échange de courrier va durer plusieurs mois. Alain Pénin se livre et avoue même les raisons de son incarcération. Il m'a dit qu'il avait, entre guillemets, agressé et kidnappé une jeune fille. J'étais un peu sous le choc parce que c'est pas facile de se dire qu'on est en face de quelqu'un qui a été capable d'agression. Il m'avait dit, je te promets, je recommencerai pas, de toute façon, j'en ai pas l'intention. C'était vraiment une erreur de parcours. Moi, j'y ai cru. Le détenu se confie aussi sur ses relations difficiles avec les femmes. La seule fois où il m'a parlé d'une fille, c'est sur Internet. Il disait s'être inscrit sur des sites et puis qu'elle prenait contact et après, très vite, elle l'évitait. Mais il s'était sans doute bien gardé de tout dévoiler à Isabelle. Sur les sites de rencontres, il se fait appeler Coluche. Et son annonce est sans équivoque. Je recherche une rencontre sexy. Si une femme me veut pour un bon plan cul, je suis Alain Pénin. Il y a un an, pour fêter la sortie de prison d'Alain Pénin, Isabelle l'invite même à manger chez elle. Donc j'avais fait un plat, pas de carbo, on avait mangé à la maison sans alcool puisque pendant sa conditionnelle, il n'avait pas le droit à l'alcool. Donc il était vraiment content de se sentir libre. Même s'il y avait des contraintes, pour lui, il me disait, pour moi, c'est pas des contraintes, c'est la continuité, je me sens pas lâchée dans la nature finalement. Mais au mois d'août, les choses vont changer. Les restos du cœur sont fermés, Alain Pénin se retrouve seul. Et lorsqu'il appelle Isabelle, elle n'a pas le temps de lui parler. Aujourd'hui, elle s'en veut. Pourquoi tu lui as pas posé la question « est-ce que ça va ?» Juste cette question « est-ce que ça va ?» au lieu de lui dire « écoute, j'ai pas le temps ». Parce que je l'ai un peu envoyé paître. Surtout, je pense beaucoup à la victime en fait. Et je me dis que finalement, on n'aurait pas dû lui faire confiance, que ce soit moi, que ce soit le juge, que ce soit les magistrats. On aurait dû se méfier. Au mois d'août, il y a un autre changement pour Alain Pénin. Il déménage et s'installe à Tourcoing dans ce foyer pour personnes en difficulté. Patrick est son voisin de palier. Je vous dis, c'est la deuxième fenêtre, vous la prenez. Alain Pénin vit dans une chambre de 12 mètres carrés au 4e étage. Et son voisin remarque une attitude un peu suspecte. C'est intriguant, ce qui partait la nuit, vers 2h, comme ça, en plein milieu de la semaine. 3h, comme ça, il bougeait. Quand je vois ce qu'il a fait, putain. Où partait-il durant ces nuits du mois d'août? Y avait-il moyen de savoir qu'Alain Pénin était peut-être sur le point de récidiver? Selon son avocat, maître Abderrahmane Amouche, la justice avait pourtant pris toutes les précautions. Alain Pénin avait l'obligation d'aller consulter un médecin régulièrement et il respectait scrupuleusement ses rendez-vous. On peut chiffrer, depuis sa sortie de détention, 2 visites chez le psychiatre en charge de la libération conditionnelle. Il voyait un infirmier du centre médico-psychologique une fois tous les 15 jours. Et il voyait également un médecin régulateur qui était chargé de chapeauter un peu le suivi socio-judiciaire et la libération conditionnelle. Et il l'avait vu depuis sa sortie de détention, en l'espace de 5 mois, 2 à 3 fois. Et tout ça, c'est pas suffisant pour détecter des pulsions? C'est la question que je me pose. Voilà. Si tous ces médecins n'ont rien décelé, c'est parce qu'Alain Pénin leur aurait menti. Selon son avocat, il était toujours sous l'emprise de ses pulsions sexuelles, mais il n'en a rien dit.
partir du moment où il n'a pas fait l'effort, peut-être de se confier au psychiatre qu'il a rencontré sur l'existence de ces pulsions, on peut se poser la question de savoir si l'expert est en mesure de déceler par lui-même l'existence de ces pulsions qu'il définit comme irrésistibles. Une femme se doutait qu'Alain Pénin aurait pu récidiver. Sylvia, sa première victime. C'est dans le parc du Mont-Valérien en banlieue parisienne qu'elle a été agressée puis violée en 2004. À l'époque, elle avait 25 ans. Ça va aller, je crois. Je sais pas si... C'est tout, là. Je peux peut-être aller jusque-là, c'est tout. 6 ans après, elle tente de revenir sur les lieux avec sa mère. C'est impensable. Là, je peux pas, là. Impossible. Ouais, voilà, c'est bon. Pour Sylvia, la simple vue du parc est insoutenable. Tu peux pas plus, là. Non. Tu n'as pas essayé de... Non. Ça va pas, là? Non. Ce que tu ressens, c'est... Non, je revois sa tête, c'est bon. Ah oui. Elle n'ira pas plus loin. C'est Josiane qui nous emmène à l'endroit où sa fille s'est fait violer. L'agression a eu lieu en plein jour, à l'heure du déjeuner. Sylvia et sa mère font un footing. Très vite, la jeune femme a un point de côté et laisse sa mère partir devant. Je me suis retournée à un moment donné, elle n'était pas derrière moi, mais je me suis dit, bah oui, c'est normal, j'ai cru, elle est à pied, en plus il y a les virages, je la vois pas, elle est derrière, quoi. Loin derrière, Sylvia croise Alain Pénin. L'homme est posté là, devant cette table d'orientation. Aux aguets, il attend sa victime. Derrière Sylvia, il n'y avait plus personne. Elle est passée là, et lui, il a marché un petit peu et il l'a attrapée. Il l'a soulevée par le cou, en fait, et il l'a jetée. Sylvia atterrit 20 mètres plus bas, suivie par son agresseur. L'homme la viole sous la menace d'un tournevis et d'un couteau. Ne la voyant toujours pas arriver, sa mère alerte la police. Mais le calvaire de la jeune femme va durer près de 2 heures. Elle est persuadée qu'Alain Pénin va finir par la tuer. Je voyais le couteau et ça me... Je voulais pas le couteau, là, je le voyais. Je voulais pas qu'il le prenne d'un coup et je le sentais, il était posé là, juste là. Je me suis dit, il est pas là pour rien, quoi. J'ai senti qu'il fallait pas l'énerver. Dès que je l'énervais, ça repartait, la violence, etc. Donc il fallait pas que je l'énerve. Donc je l'ai senti. Donc j'ai fait doucement, je lui ai parlé. Je lui ai parlé comme si... Enfin, j'étais à son écoute, je voulais savoir qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, sa famille, etc. Et lui, pareil, il m'a demandé, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Puis après, je lui ai dit, mais attends, t'es fou d'aborder une fille comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait n'importe quoi. J'aurais pu te parler normal, quoi. Je lui ai parlé comme ça, comme je vous parle à vous. C'est-à-dire que j'ai contrôlé ma voix, j'ai contrôlé les yeux, j'ai contrôlé les mains qui tremblaient, j'ai tout contrôlé, il n'y avait plus rien qui tremblait, j'étais vide et calme. Désarçonné par l'attitude de sa victime, Alain Pénin lui laisse la vie sauve. Il se fait arrêter par la police peu après. Il y a quelques jours, lorsque Sylvia et sa mère ont appris qu'Alain Pénin était le meurtrier présumé de Natacha, elles n'ont pas été surprises. Aujourd'hui, elles réclament des mesures beaucoup plus radicales contre les délinquants sexuels. Qu'est-ce que je veux? Je veux une nouvelle loi. Je sais pas. Quelque chose qui fasse que quand ces gens ressortent, ils ne puissent plus rien faire. Alors bon, évidemment, c'est facile à dire, mais je suis sûre qu'il y a une solution. Parce qu'en général, ils recommencent tous. Et voilà, je pense que ça y est, c'est bon, on a compris maintenant, là. Je sais pas, j'ai juste envie que ça change, en fait. Je sais pas comment, mais je suis sûre qu'on trouvera une solution. Si Alain Pénin est reconnu coupable du viol et du meurtre de Natacha, il encourt la réclusion à perpétuité. Selon le ministère de la Justice, en France, moins de 3% des délinquants sexuels récidivent.